5e débat. La nuit, tous les chats sont gris, point d'interrogation. Je présente nos 2 invités. Margrethe Brodler, elle travaille à l'agence d'urbanisme de Bordeaux Métropole Aquitaine, la Urba. On va dire que toutes ses recherches portent sur les différentes formes de vulnérabilité. Elle fait des diagnostics comme ça sur des territoires avec de méthodologie. Et elle fait apparaître des dissensus entre les différents comportements sociaux qui peut-être nous annoncent les comportements sociaux de demain. Pourquoi on l'a fait venir? Parce qu'en préparant enquête au pire, qu'est-ce qu'on risque sur la notion du risque dans l'espace public, on a adoré une étude que vous avez publiée en 2012, les espaces publics bordelais à l'épreuve du genre. Donc c'est un mot très à la mode en ce moment, la différence entre les messieurs et les dames, les garçons et les filles, comment les messieurs et les dames se comportent différemment dans l'espace public. On parlera de ça. Et à la gauche de Marie-Christine, vous avez Luc Zwiadzinski, qui est géographe. Vous êtes chercheur à l'université Joseph Fourier à Grenoble. En fait, vous dirigez le master Innovation et territoire dans cette université. Vous travaillez de façon générale sur la question de la ville en général, de l'innovation urbaine, du rapport au temps, du rapport aux mobilités dans la ville, et particulièrement l'un de vos thèmes de recherche de longue date, l'un de vos dadas, je pense. C'est un très très bel ouvrage, ça je vous incite vraiment à le lire, aux éditions de l'Aube, La nuit, dernière frontière de la ville. C'est un ouvrage sublimissime, je vous le dis du fond du cœur, on se l'est dit au téléphone Luc, mais je vous le redis du fond du cœur. Pour moi, c'est dans une autre vie, j'ai eu un CAPES d'histoire-géographie et j'ai détesté la géographie. Et quand j'ai lu La nuit, dernière frontière de la ville, je me suis dit « Ah, mais en fait, j'ai compris parce que la géographie, ça peut aussi être de la philosophie et de la poésie. » Et votre ouvrage est d'une poésie, je trouve, folle dans l'appréhension de la nuit. Dans un premier temps, pourquoi on a choisi de titrer « La nuit, tous les chats sont gris » avec un point d'interrogation? Parce que vous connaissez... tout ce discours qui tend à dire ce dicton, la nuit tous les chats sont gris, ça veut dire que tout le monde se ressemble la nuit, que les chats noirs et les chats blancs, tout le monde devient gris, tout le monde se ressemble. Mais tout ce qui est remonté dans les questionnaires de l'enquête, c'est des réponses très hétérogènes, très diverses dans la perception de la nuit dans l'espace public, entre les gens qui adorent ça, les gens qui ont peur de ça, les gens qui détestent ça. Donc on s'est dit en fait, c'est faux, la nuit, tous les chats ne sont pas gris. Et voilà un petit peu l'idée de ce titre. Et on va essayer de parcourir avec vous une multiplicité d'individus, une multiplicité de comportements, une multiplicité peut-être de risques possibles la nuit en ville. Avant de débattre, histoire de se mettre un petit peu dans l'ambiance et histoire de marcher sur les traces de Luc Zwiadzinski, je vous propose d'écouter un jeune comédien bordelais qui est Jonathan Arscoët. On va écouter un très beau poème de Baudelaire qui est Recueillement et qui parle de la nuit. Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il descend. Le voici. Une atmosphère obscure enveloppe la ville, aux uns portant la paix, aux autres le souci. Pendant que des mortels, la multitude vile, sous le fouet du plaisir, ce bourreau sans merci, va cueillir des remords dans la fête servile, ma douleur, donne-moi la main. Viens par ici, loin d'eux. Vois se pencher les défuntes années sur les balcons du ciel en robe surannée, surgir du fond des eaux, le regret souriant. Le soleil moribond s'endormir sur une arche et, comme un long linceul traînant à l'Orient, entends, ma chère, entends la douce nuit qui marche. Alors, merci. Margrethe Brodler, il l'ouvre en disant « La nuit porte aux uns la paix ». Normalement, il est ouvert, je pense. Aux uns la paix, aux autres le souci. Est-ce que c'est ce que vous avez pu croiser dans vos recherches sur l'appréhension genrée de l'espace public? Est-ce que selon qu'on est un monsieur ou une dame, on a peur ou on aime la nuit? Est-ce que c'est différent ou pas? Je crois qu'il y a une histoire de génération chez les femmes. Il y a eu plusieurs femmes dans mes groupes témoins. Je travaille avec des groupes de personnes, de 18 personnes à peu près. Ouais. Et alors les femmes plus âgées, oui, il y avait une certaine catégorie qui avait pour coutume de fermer leurs volets, comme on connaît bien dans notre ville. Couvre-feu, on ne sort plus. En revanche, les jeunes filles, elles ont un goût pour la fête, elles ont envie de sortir. Mais la véritable problématique, c'est le cheminement. C'est l'anticipation et c'est les déplacements. Donc voilà, donc il y a une angoisse de la nuit, mais une grande attirance de la nuit. D'accord. Et
c'est uniquement pour les filles. Pour les messieurs, tout va bien la nuit. Moi, je n'ai fait que des enquêtes. Alors, ça s'appelle par le D'accord. genre. Le genre, c'est masculin et féminin. D'accord. Je rappelle que le genre, c'est le sexe social. Oui. C'est pas juste le sexe Oui. biologique. C'est un petit peu, disons, le sexe, c'est ce qu'on voit, une femme, un homme. Le genre, c'est ce qu'on ressent, comment on le sent quand on est dans la société. Ouais. Et les hommes, malheureusement, n'ont pas fait partie du programme, parce que les hommes, c'est tout le monde, parce que les hommes, c'est l'humanité, n'est-ce pas? D'accord. Donc, on a commencé par les femmes, et puis on n'a pas fini. C'est dommage. En tous les cas, je crois que il est clair que la nuit est souvent associée à la peur. Et pour autant, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la peur. Et vous, je crois, Luc, vous avez travaillé et essayé de classer en 4 grandes catégories, en fait, les habitants ou ceux qui partagent la nuit. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ces 4 catégories pour qu'on place un petit peu les différents facteurs de ce débat? Merci. Peut-être un mot quand même sur ce qui a été dit sur homme-femme. Moi, ce que j'avais noté, en vous remerciant de m'avoir convié à ce débat, ce que j'avais noté dans les analyses sur la ville la nuit, c'est que plus on avance dans la nuit, moins il y a de femmes dans l'espace public. Il y a des exclus de la nuit, et dans ces exclus de la nuit, il y a évidemment les enfants, il y a les femmes, et puis il y a aussi les vieux. La ville la nuit, elle n'est pas trop faite pour les femmes, elle n'est pas faite pour les enfants, et puis elle n'est pas trop faite non plus pour les vieux. Plus on avance dans l'espace, dans le temps et dans la nuit, moins les plus de 60 ans sont présents, et moins les femmes sont présentes. Donc ça, je pense que c'est quand même un élément intéressant à noter. Deuxième chose, quand on parle de la nuit, on parle toujours de la fête. Quand on vient vous chercher pour réfléchir à la nuit, généralement, c'est pour parler de la fête et puis des problèmes de la fête. Je dois quand même signaler que la nuit, elle met bien en exergue le côté schizophrénique qu'on peut avoir les uns et les autres. C'est-à-dire qu'on voudrait une ville ouverte 24 heures sur 24, très égoïstement. Mais on ne se rend pas compte que pour avoir cette ville ouverte 24 heures sur 24, il faut qu'il y en ait qui travaillent la nuit. Et donc on n'est plus dans une ville où il y avait 8h, midi, 14h, 18h. On est dans une ville qu'on appelle une ville à plusieurs temps. Et ces populations, aujourd'hui, qu'on a identifiées, ces peuplades, aujourd'hui, elles rentrent en conflit dans la ville la nuit. Et il y a des conflits entre la ville qui dort, la ville qui travaille, la ville qui s'amuse et la ville qui s'approvisionne. Et pour reprendre cette métaphore de la frontière et du Far West, si vous ouvrez le journal régional ici, vous allez voir, notamment en été, qu'il y a des conflits, des nuisances nocturnes, un petit peu comme il y a des conflits entre j'allais dire les Indiens et les colons au Far West. Donc il y a des feux qui s'allument dans la ville parce qu'il y a des pressions qui s'exercent. Et donc la ville la nuit, elle nous aide à comprendre comment, si on réussit, si vous voulez, à penser la ville la nuit, à attraper des solutions, on peut peut-être les exporter dans le jour. Voilà, comme ça, quelques éléments juste pour planter le débat. Pour vous, Marie-Christine, est-ce que vous avez pu justement remarquer cette cohabitation, difficile ou pas, dans les études que vous avez pu mener? Moi, je n'ai pas étudié la nuit particulièrement. J'ai étudié les femmes dans l'espace public. Donc, il se trouvait que la frontière de la nuit, donc cette frontière spatiale, déterminait une ville qui était plus faite pour les femmes, excepté, je l'ai dit, celles qui cherchaient à sortir, on va dire à Bordeaux, dans le salon urbain du quartier Saint-Pierre, ouais. Et puis à Paludotte, quartier de la fête, difficile d'accès, mais une fois qu'elles étaient à l'intérieur des boîtes, c'était OK, et elles appréciaient. Mais en dehors de ça, la nuit, pour une femme, il n'y a pas de nuit. La nuit est un non-sens. Il y a une espèce de surreprésentation des hommes dans l'espace public déjà de jour. Dans la nuit, ça se multiplie. Les espaces avenants bordelais, qui ont depuis la rénovation des quais, la mise en place du tramway, sont devenus vraiment des espaces complètement appréciés par les femmes. Et elles en font d'abord elles ont une description extrêmement positive de la ville pendant au moins, je dirais, les 3/4
de mes groupes témoins qui durent 3 heures. Et peu à peu, commence à se ternir cette image de ville extrêmement accueillante, modernisée, par, ben voilà, quoi, qu'est-ce qu'on fait la nuit, même dans le tramway, finalement, on se met derrière le chauffeur, mais le chauffeur, il est derrière une vitre. Aux stations, Porte de Bourgogne, il y a des têtes de groupes alcoolisés, on n'ose pas passer. On fait du jogging, mais on passe pas dans les tunnels. Est-ce que tout ça, c'est ce que vous appelez, moi je me souviens de votre expression quand vous dites les stratégies d'évitement? Alors les stratégies d'évitement, c'est de mettre par exemple des baskets dans son sac à dos pour pouvoir courir plus vite quand on sort de boîte, si on rentre à pied. C'est de ne pas mettre de rouge à lèvres. Vous l'avez trouvé à Bordeaux? Bah oui. Non, mais je vous crois. C'est n'importe quelle femme le sait. Enfin, si on se balade après minuit dans une rue un peu obscure, on a le portable à la main, les clés à la main, etc. On fait semblant de chercher une adresse, qu'on évite d'arriver. Mais c'est aussi ne pas vraiment oser aller dans un bar, commander une bière et s'asseoir seul. C'est-à-dire la disponibilité, l'immobilité dans l'espace public est considérée comme une mise en disponibilité. Oui, en disponibilité pour les hommes. Mais alors, c'est cette notion de flânerie urbaine qui est un petit peu, alors qui existe évidemment pour les femmes en groupe. Donc, voilà, j'allais vous dire, parce qu'au début, vous disiez, la nouvelle génération des jeunes bordelaises, disons, vous disiez, elles ont soif de sortir la nuit. Bien sûr, elles revendiquent mais donc, la ça veut dire fête, on voit bien, elles sortent. Mais elles sortent en groupe. Alors, elles sortent en groupe où elles ont complètement anticipé tous leurs déplacements. Ah oui. Elles savent exactement quand et comment elles vont rentrer, avec quelle voiture, avec qui. Et elles envient quelque part les garçons qui, eux, vont partir quand ils veulent. À l'aventure. Voilà, marcher, faire du vélo, comme ils veulent. Donc c'est un peu... C'est sur ces personnes qui sont donc dans la nuit, hein, et qui, forcément, vous rencontrez dans vos études. Il y a quand même des femmes. Mais elles doivent être quand même assez minoritaires. Et ce qui est complètement paradoxal, puisque finalement la nuit de ceux qui aiment faire la fête, c'est quand même des lieux où l'on a envie de rencontrer justement des femmes, etc. Donc il y a quand même une vision de la femme la nuit qui a pas été résolue tout à fait, quoi. Donc on est vraiment dans ce système binaire où les hommes peuvent sortir effectivement la nuit, sont à l'extérieur, sont partout dans les équipements sportifs, on les voit partout, hein, puisqu'on sait que 75% des investissements publics vont vers les garçons. Hein. Et on sait aussi que vers 12-13 ans, tous les clubs sportifs ou de loisirs collectifs voient retirer les jeunes filles qui vont faire des loisirs plus de danse, enfermées toujours dans des équipements plus intimistes. Donc, et d'un autre côté, on a envie de plus en plus de fêtes et on a donc envie de plus en plus de mixité. Donc en fait, la question, c'est comment on va arriver à faire qu'une ville soit à la fois extrêmement attractive, ludique et joyeuse, et en même temps, que les filles aient une certaine sécurité quand elles sortent. Mais on ne parle pas que des filles de la nuit, on parle aussi celles qui travaillent, etc. Moi, ce qui me choque, c'est un certain... Vous allez peut-être trouver que le mot est fort, mais un certain archaïsme, parce que ce que vous me décrivez, c'est une espèce d'archaïsme dans les positions de garçons et de filles. Totalement. On n'a pas dépassé ça. Je me disais que je vis dans une ville assez ouverte, assez moderne, et tout d'un coup, j'ai l'impression à vous lire ou à vous entendre comme ça, qu'il y a encore des comportements très archaïques. J'étais la première surprise. Est-ce que cette perception qu'ont finalement les femmes de la nuit repose plus, on va dire, sur une culture, justement, parce que vous vous rappelez que ça part d'assez loin, au fond, ou est-ce qu'il y a réellement, presque statistiquement, ou en tout cas à travers les groupes de travail, les groupes que vous avez pu constituer, est-ce qu'il y a vraiment un danger plus grand ? Ou est-ce que c'est, vous savez, pardon, mais pour aller dans le même sens, nous, ce qu'on voyait quand on lisait les réponses au questionnaire, est-ce qu'on se disait, est-ce qu'il y a une vraie insécurité, ou est-ce qu'il y a la réputation, le fantasme, le sentiment de l'insécurité la nuit pour les femmes? Oui. Ou est-ce que vraiment, on se fait agresser place de la Victoire? Parlons concrètement, quoi. Oui, on se fait agresser place de la Victoire quand on est une jeune femme. Alors, le sentiment d'insécurité, c'est vraiment le titre d'une thèse qui a été écrite de Marilène Lieber, qui est excellente, dont tous nos travaux sont issus, en fait. Et oui, c'est un sentiment, bien sûr. C'est complètement intériorisé. Les interdits
et la peur sont intériorisées et les viols se passent parce qu'on va disons comme les choses comme elles viennent, parce qu'elles viennent finalement en fin de groupe focus, au bout de 3 heures d'entretien, on arrive là-dessus. La vraie peur, c'est ça. Hein. Et cette peur, on sait bien qu'elle est injustifiée puisque tout se passe en général à domicile, enfin une grande majorité, à domicile et par des gens connus. Donc effectivement, des viols existent, mais c'est minoritaire dans l'espace public et par un inconnu. Mais n'empêche que c'est plutôt une histoire de légitimité. C'est une histoire d'avoir l'impression... Alors, c'est très étrange parce qu'au départ, on avait affaire à surtout chez les jeunes, hein, des jeunes filles extrêmement libérées et bien dans leur corps, etc. Et puis peu à peu, on réalise qu'elles ont quand même un souci majeur qui n'est pas de qu'est-ce qu'on va penser de de mes positions politiques ou culturelles ou n'importe quoi. C'est est-ce que je ne fais pas, qu'est-ce qu'on va penser de mes mœurs ? C'est-à-dire que l'idée des mœurs reste extrêmement ancrée dans les mentalités. Ouais. Donc on en est effectivement au guide du 19e siècle, qui est, quand vous êtes dans l'espace public, vous allez droit devant, vous faites absolument, vous avez un regard qui est fixe, vous êtes habillé correctement, mais pas avec trop d'éclat, pas trop de séduction, et vous vous déplacez dans des zones qui peuvent être des zones de domesticité, enfin pas trop loin de votre... Et vous avez évidemment un but. Alors voilà, donc quand on observe la mobilité des femmes, effectivement, tous leurs déplacements s'enchaînent selon on appelle ça des boucles d'enchaînement, des mobilités, alors, soit le transport en commun, etc. Elles enchaînent de multiples tâches qu'elles essaient de faire rentrer le maximum possible, hein, si elles travaillent, selon une stratégie bien féminine, quoi. Et donc après, si elles sont dans l'espace public sans but, elles vont se donner ces stratégies d'évitement, c'est toute une parade, c'est le fameux masque. Hein, le fameux masque, d'être au bout du fil avec quelqu'un. Elles se font appeler par quelqu'un si elles sont dans une zone de danger, etc. D'accord. Mais elles continuent à vivre quand même. Bien sûr. Mais peut-être... C'est juste un tableau assez archaïque, quoi. Enfin, sous une façade comme ça, très, très moderne. Voilà. Ce que vous décrivez, c'est une société très archaïque dans les positions des Non, des mais hommes et des femmes. on a fonctionné pendant 20 siècles comme ça. Vous savez, ça s'en va pas. Ça s'en va pas. C'est un système binaire. Il y a 2 types de sexe. Il y en a un qui est dominant et l'autre dominé. Bon. Luc, est-ce que vous pensez que, comme vous l'avez dit, le renouveau de la nuit, de la vie de la nuit, dans le sens les noctambules, les bars, les cafés, les restaurants ouverts très tard, est-ce que vous pensez que ça aggrave ça ou qu'au contraire, peut-être ça va réussir à fusionner tout ça ? J'ai aucune idée parce que je sais qu'aujourd'hui, réussir sa nuit, c'est le challenge dont rêvent toutes les villes et dont rêve Bordeaux, la directrice de l'aménagement est ici, mais dont rêvent toutes les villes. Je pense au fantasme de la nuit blanche, les nuits de Fourvière, la fête des Lumières. Une ville qui se respecte, une ville jugée intéressante aujourd'hui, doit être attractive la nuit. Comment on fait pour intégrer cette espèce d'archaïsme assez saisissant que nous décrit Marie-Christine dans ces villes qui veulent se donner comme ça l'image de branchitude avec des nuits qui fonctionnent très très bien et qui sont agréables à vivre ? C'est un challenge incroyable. Cette réflexion qu'on a aujourd'hui sur la ville la nuit, puisqu'il y a 20 ans on en parlait peu, il y a 15 ans encore peu, 10 ans, et maintenant ça devient une dimension importante de la ville. Est-ce que on peut aller dans... Et qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Ou est-ce que ce développement des villes la nuit peut entraîner une diminution de cet écart entre hommes et femmes dans la pratique des espaces publics ? Première chose qu'on peut constater, c'est qu'une ville va mal quand il y a une absence de mixité. C'est-à-dire il y a une tension dans l'espace public quand il y a un groupe particulier qui l'occupe. Que ce soit des vieux, des jeunes, des garçons, des filles, il y a tension. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, intéressant de voir que ça dérape, qu'il y a des violences urbaines et autres, à un moment où il n'y a pas de contrôle social naturel. C'est-à-dire, moi, les travaux que j'ai menés en localisant des faits de violence, on voit que ça a lieu à un moment où il n'y a pas de contrôle social naturel. Je m'explique de ce que c'est. Par exemple, les violences urbaines, les fameuses voitures qui brûlent et tous ces phénomènes-là, ils ont lieu dans des endroits où ce n'est pas de la ville. C'est-à-dire que c'est d'abord des jeunes garçons dans l'espace public, pas de mixité ou quasiment pas. C'est plutôt des jeunes garçons, plutôt avec un âge en dessous de 18 ans, disons, dans des quartiers où il n'y a pas de...
dans des quartiers où il n'y a pas de lumière, d'accord ? Dans des quartiers où il J'accueille y a- un petit poisson rouge, mais je vous écoute. dans des quartiers où il n'y a pas de lumière, dans des quartiers où il n'y a pas de commerce, dans des quartiers où il y a très peu de transport. Par contre, les quartiers où il y a plus Vous êtes bien. de mixité d'activités, là on ne retrouve pas ces mêmes tensions et Ouais. ces Ouais. mêmes violences. Ouais. Donc c'est intéressant de se dire comment on peut fabriquer de la ville pour faire en sorte qu'on réussisse cette mixité et ce bien Je vivre. veux juste faire une incise par rapport aux attentes des femmes. Par exemple, elles veulent pas de vidéosurveillance. Ouais. Elles veulent pas une ville aseptisée, hygiénique. Elles aiment, comme tout un chacun, aussi le louche, l'obscur Ouais, et l'aventure. La seule chose, c'est que dans cette déambulation, je pense que si seulement il y avait peut-être un petit changement de mentalité qui leur accorderait cette légitimité de se balader, on n'aurait peut-être pas besoin à ce point surveiller. Donc il y aurait en amont aussi une campagne d'information. Alors certes l'éducation à l'école, etc. Mais vraiment peut-être tout simplement dans l'espace public, des interventions régulières où l'on peut-être faire un système un peu réflexif, on appelle ça performatif aussi, Performatif, ouais. où l'on met en scène le côté complètement archaïque de ce sexisme dans l'espace public. Et peut-être que déjà, ça irait un peu mieux, vous voyez, avec un peu d'humour et un peu de communication bien ciblée. Parce qu'on ne va pas faire effectivement des villes toutes lisses, toutes blanches, avec des lumières partout. Et éclairer plein pot. Ça serait le désespoir, oui. Je veux bien qu'on se fasse une pause avec un deuxième Baudelaire, toujours avec Jonathan et toujours avec du Baudelaire, histoire de respirer un petit peu dans la nuit baudelairienne. Voici le soir charmant, ami du criminel. Il vient comme un complice, à pas de loup. Le ciel se ferme lentement comme une grande alcôve et l'homme impatient se change en bête fauve. Ô soir, aimable soir, désiré par celui dont les bras, sans mentir, peuvent dire « Aujourd'hui, nous avons travaillé ». C'est le soir qui soulage les esprits que dévore une douleur sauvage. Le savant obstiné dont le front s'alourdit et l'ouvrier courbé qui regagne son lit. Cependant, des démons malsains dans l'atmosphère s'éveillent lourdement, comme des gens d'affaires, et cognent en volant les volets et l'auvent. À travers les lueurs que tourmente le vent, la prostitution s'allume dans les rues. Comme une fourmilière, elle ouvre ses issues. Partout, elle se fraye un occulte chemin, ainsi que l'ennemi qui tente un coup de main. Elle remue au sein de la cité de fange comme un ver qui dérobe à l'homme ce qu'il mange. On entend ça et là les cuisines siffler, les théâtres glapir, les orchestres ronfler, les tables d'hôtes dont le jeu fait les délices s'emplissent de catins et d'escrocs, leurs complices, et les voleurs, qui n'ont ni trêve ni merci, vont bientôt commencer leur travail, eux aussi, et forcer doucement les portes et les caisses pour vivre quelques jours et vêtir leur maîtresse. Recueille-toi, mon âme, en ce grave moment, et ferme ton oreille à ce rugissement. C'est l'heure où les douleurs des malades s'aigrissent. La sombre nuit les prend à la gorge. Ils finissent leur destinée et vont vers le gouffre commun. L'hôpital se remplit de leurs soupirs. Plus d'un ne viendra plus chercher la soupe parfumée au coin du feu, le soir, auprès d'une âme aimée. Encore, la plupart n'ont-ils jamais connu la douceur du foyer et n'ont jamais vécu. Merci Jonathan. C'est une nuit très 19e siècle. Oui, hein. c'est On une est très très loin là. Voilà. Ça ne parle pas des années 2010. hein. Non, aujourd'hui la nuit évidemment a changé et la nuit bordelaise, elle a beaucoup changé ces 15 dernières années. Certains des lieux d'ailleurs que vous avez évoqués comme Paludat sont peut-être aujourd'hui moins des lieux de nuit par rapport à ce qui a été. En effet,
l'habitat étudiant aussi s'est déplacé et on voit bien une évolution aujourd'hui. Me revient aussi le souvenir d'une étude qui a été menée sur la fête à Rennes, dont m'avait parlé Jean-Michel Lucas, qui fut DRAC ici à Bordeaux, et qui avait justement mis en évidence que lorsqu'on arrivait à faire sortir les hommes et les femmes, les garçons et les filles ensemble, la nuit se pacifiait. Mais ensemble, comme vous disiez, mélangés. Hein, voilà. Voilà, mélangés dans le sens... Pas des groupes de filles et des groupes de garçons. Non, voilà. voilà. Il disait, il faut que tous ces gens se mélangent. Voilà. Est-ce qu'on a pu constater ça ou est-ce qu'on peut constater ça aussi à Bordeaux? Est-ce que et pourquoi justement? Enfin, je le sais, mais je préférerais que ce soit vous qui nous l'expliquiez. Pourquoi, en effet, à ce moment-là, la nuit peut se pacifier? Moi, j'ai l'habitude de regarder ce qui ne va pas. Alors, ce qui va, je vous dis, le salon urbain, Saint-Pierre qui part, on a fait des cartes. Hein, donc, les cartes de jour, tous les signaux sont verts, excepté la gare et la Victoire. Là, la Victoire, pourtant, les garçons et les filles sont mélangés. Pourquoi ça ne marche pas? C'est un héritage de la place, j'en sais rien. C'est un excès d'alcoolisation, c'est des crimes qui auraient eu lieu. C'est quelque chose d'angoissant pour les filles, cette place de la Victoire. Elles y vont uniquement, effectivement, en bande et avec des garçons. En revanche, le salon urbain de Saint-Pierre, elles s'y promènent seules, elles y retrouvent des amis, etc. Et ça marche très bien. Juste pour peut-être le dernier thème pour conclure, la question, peut-être c'est un fantasme aujourd'hui de cette ville qui serait active 24 heures sur 24, où on travaillerait tout le temps, où on pourrait aller, comme vous l'avez dit, très égoïstement, au restaurant tout le temps, au pressing tout le temps, faire cirer ses chaussures tout le temps, chez le coiffeur tout le temps. Hein. Bordeaux commence à être gagné par cette mode que c'est très chic d'aller chez le coiffeur à minuit et à 1h du matin. Mais qui a intérêt à ça? À part nos petits égos individuels, est-ce que c'est intéressant, cette ville qui serait active 24 sur 24? Je pense que c'est une forme de la mondialisation. La mondialisation, c'est la mise en réseau de tous les bouts de la planète, les uns avec les autres. C'est fait, ou c'est en cours d'être fini. Enfin, il y a le fond des océans qui n'est pas toujours totalement encore en réseau, mais en gros, c'est fait. Les commerces, les horaires d'ouverture et fermeture, et on voit que partout en Europe, ça se libéralise. C'est encore plus fort du côté de l'Asie, c'est vrai. Mais il ne s'agit pas d'ouvrir les villes 24 heures sur 24, mais c'est de réfléchir à des endroits, des oasis, on parle de ça, peut-être autour des gares, où on a des pôles, un peu comme dans un schéma haussmannien, des citadelles, et les Italiens appellent ça les citadelles de temps continu, qu'on ait des lieux où on a des services, des grappes de services ouverts 24 heures sur 24. Et qu'on réfléchisse en termes aussi de service minimum de nuit. D'accord ? Parce que pour permettre notamment à ceux qui travaillent la nuit, qui nous permettent de profiter de la nuit, de rentrer chez eux tranquillement et d'avoir accès à un certain nombre de services. Nous, on ne dit pas il faut une ville 24 heures sur 24. On dit regardez ce qui est en train de se passer et créons les conditions d'un débat public là-dessus. Voilà, ça me permet de Alors faire la oui, c'est transition intéressant parce qu'il y a un jeune homme qui a apparemment plein de questions pour vous ou pour Marie-Christine. J'habite à Bordeaux depuis quelques longues années, une bonne dizaine d'années. Je travaille aussi dans le milieu de la nuit et dans le milieu associatif, les petites associations. Vous parliez il y a 2 minutes des grappes, plutôt d'une ville grappe plutôt qu'une ville pamplemousse. J'ai peur qu'à Bordeaux, on arrive à ça, et c'est le constat que je fais depuis pas mal d'années. On va fermer les petits lieux dans les petits quartiers, les bars, sous prétexte que les gens ne dorment pas bien, sous prétexte que ça fait trop de bruit, etc., etc. Tous ces petits lieux sociaux qui permettent aux gens dans les quartiers aussi de se retrouver et de faire vivre leur propre quartier sont en train de disparaître. On veut faire, il n'y avait pas lu date dans le schéma Pamplemousse. Il n'y avait pas lu date. Maintenant, on parle peut-être de déplacer tout ça du côté du grand stade, pourquoi pas. On parle d'un zénith à Florac, on parle de plein de grosses structures aux alentours de la ville. Ça ne me convient pas. Pour moi, la culture, elle n'est pas quête pas lu date et elle n'est pas à la Victoire. La culture, elle est à Saint-Michel, elle est à Saint-Pierre, dans les petits bars, dans les petits concerts, qui sont organisés par qui ? Par des petites associations qui ne touchent que très peu de subventions. Peut-être que la répartition des subventions n'est pas très bien faite. Ce que je veux dire par là, c'est, je vous entends parler, malheureusement je suis arrivé un petit peu tard, c'est intéressant tout ce qui se dit. Moi, ce que je vis au quotidien, c'est des bars qui ferment, c'est des fermetures administratives il faut construire des accès, des choses, pour le bruit, les voisins se plaignent, etc. Mais pour moi, on vit en ville, on doit vivre dans notre quartier et faire vivre les lieux de quartier dans lesquels les petites associations s'expriment en faisant vivre les artistes
de ces quartiers-là. Ça ne m'intéresse pas d'aller quai de Paludat, ça ne m'intéresse pas d'aller à la Victoire. Donc ce que je vous pose comme question, c'est qu'est-ce qui est envisageable? Comment vous voyez, vous, un avenir pour revenir vers une ville qui vit pour ses quartiers, avec ses petites associations, en mettant en place des petits schémas politiques de répartition des subventions par quartier ou par petites assos, je ne sais pas. Mais nous, sachez juste que dans nos petits quartiers, avec nos petites vies, moi, je me sens de moins en moins impliqué dans la vie culturelle bordelaise et on en souffre. Parce que pour nous, les zéniths et tout ça, personnellement, ça ne me convient pas. Moi, ce que je veux, c'est que mes bars de quartier restent ouverts et que moi, ma petite association, mes petits amis, on fait de la musique et tout ça, on puisse s'exprimer librement, etc., etc. Ouais. Bravo, juste une chose, hein. Je me défausse pas et je pense pas que Luc va se défausser pour vous répondre. Luc, il habite pas à Bordeaux, hein. C'est un géographe de Grenoble, c'est l'un des grands spécialistes de la nuit, donc je suis pas sûr qu'il puisse répondre sur les politiques bordelaises. Mais je crois, c'est ce que j'allais dire. Je pense que ce que vous évoquez, toutes les villes européennes en train de se développer le rencontrent. Non, Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ce que j'allais dire. Les mêmes questions. Oui, je pense que Luc va apporter justement un éclairage, et un éclairage qui peut être intéressant aussi, si vous le pouvez, c'est justement de nous dire aussi si vous sentez et si vous ressentez la même chose dans d'autres villes, et en effet, quelles peuvent être les différentes réponses. C'est vrai qu'à Bordeaux, depuis maintenant... puisque vous ne connaissez peut-être pas le contexte, mais particulièrement depuis 6 mois, il y a beaucoup de lieux qui ont été fermés. Par arrêtés préfectoraux. Voilà, il y a beaucoup d'arrêtés préfectoraux qui sont tombés. C'est pour ça que le propriétaire de l'iBoat s'excuse, mais préfère ne pas venir ce soir, parce qu'il lui est arrivé des mésaventures, il a été forcé de fermer pendant 1 mois, donc il a considéré qu'il n'était pas intéressant pour lui de venir débattre ce soir. Et je m'en désole, parce que je trouve que c'est un homme très intéressant. Alors, je voudrais... répondre et préciser ma pensée et puis donner quelques exemples. Premier point, excusez-moi, j'ai la gorge qui est un petit peu... Non, mais je crois j'en ai, mais je vais parler doucement et puis... Alors, première chose, je ne me fais pas l'apôtre des paquebots de nuit, hein. C'est-à-dire en gros des paquebots comme on en a eu dans les villes dans les années 80, des gros... C'est fini, parce que la demande aujourd'hui de la population, elle est plus sur des énormes spots. Deuxième chose, chaque fois qu'on a concentré la fête, je sais pas ce que c'est, hein, et la nuit dans des quartiers, c'est encore une forme de ségrégation, ça marche pas. Il y a même eu des révoltes très fortes, je pense même dans des villes étonnantes comme Lausanne, où on a fait des quartiers spécifiques pour la nuit, et ça crée énormément de tensions. Moi, je pense que quand je disais tout à l'heure qu'il faut des endroits un peu haussmanniens, c'est pour les services. C'est-à-dire qu'autour des gares, on trouve des services ouverts et services publics, médecins, tout ça, que de loin en loin, on soit rassuré par ça. Moi, je trouve intéressant des choses qui sont faites comme les chartes de la nuit, par exemple. Sauf que on n'entend jamais qu'une charte de la nuit, ça doit être un mode de fonctionnement d'un écosystème. C'est-à-dire une charte de la nuit, c'est nous tous. Il faudrait donc des usagers, des résidents, des patrons d'établissements, enfin tous les acteurs de la nuit autour de la table pour rédiger une charte où il y a des droits d'exploiter, parce que oui, il faut bien vivre aussi de cette activité, droit à faire la fête, droit à dormir, d'accord. Mais tout ça doit être réactualisé en permanence. Donc on redéfinit ses droits, on redéfinit ses devoirs, on signe une charte, mais on se réunit, et disons toutes les semaines, tous les mois, et on réactualise, parce que ça bouge vite la nuit. Et on rappelle les règles, on montre les problèmes, et ainsi de suite. Ça me semble un élément intéressant. Donc pour répondre à votre question, il faut diffuser la nuit. Quand on la concentre, on la tue. Tout ce qu'on a voulu faire en journée aussi sur la concentration, la séparation, comment dire, le zoning, tout ça, ça marche pas en plein jour et ça marche encore moins la nuit. Il y a une démarche un peu simple à mettre en place, à organiser, c'est de se dire, on prend les élus, on prend les artistes, on prend les urbanistes, on prend les gens de la nuit, les gens intéressés, et on traverse Bordeaux la nuit, du début de la ville à la fin de la ville, du début de la nuit à la fin de la nuit. Et on se dit, chacun qui fait la traversée, il rencontre 10 personnes et il les questionne, hein, et il rencontre 10 lieux et il les questionne. Et le lendemain, on a fait vraiment une nuit blanche, donc on lâche prise. À un moment, il se passe plein de choses, et surtout on fabrique un petit groupe de gens
qui ont envie d'aller plus loin sur la question de la nuit. Et le lendemain, on se dit, qu'est-ce qui nous a plu? Et là, on laisse dégorger, on voit des élus qui ont les larmes aux yeux, des urbanistes qui sont étonnés de ce qu'ils ont vu parce qu'ils sortent pas toujours la nuit ou pas dans les mêmes quartiers. On a tous des artistes qui disent connaître la nuit, puis finalement, c'est l'élu qui leur montre. C'est juste une posture. Oui, c'est juste une posture, donc on casse ça. On se dit, qu'est-ce qui nous a plu? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui marche pas? Et on peut donner le bien-être. Tiens, il n'y a plus de... Bah oui, il n'y a pas de toilette publique. Oui, ben on aimerait bien boire un coup, Luc. Bah oui, mais tout est fermé à 3h. Ben on va rentrer, oui, mais il n'y a pas de bus. Et ainsi de suite. Mais faire ça dans un rapport, faire ça dans une étude, c'est bien. Mais quand l'élu court après le dernier bus, quand il veut quand même boire un coup à 2h, quand il discute avec les salariés de nuit qui sont dans les endroits qu'on fréquente, et puis qui leur disent, bah nous, on va devoir rentrer avec notre voiture, ça va être difficile, et ainsi de suite, ça change beaucoup de choses. On l'a fait comme ça à Lyon, on l'a fait comme ça à Paris. Enfin, ça a permis de sensibiliser et de co-construire dans quelque chose qui est de l'éprouver, quoi. Donc voilà, une traversée de nuit, ça peut être une façon l'agence pourrait en mener une ou avec l'université, prêt à vous accompagner. Vous rapprocher là-dedans. de l'agence. Mais ça pourrait, voilà. Je veux bien sortir faire une nuit blanche avec Alain Juppé, mais il paye la première tournée. Ben voilà, proposez-lui. Proposez-lui. À la Juppé et d'autres, hein, ses adjoints. Oui, Voilà, comme il a dit, il faut mélanger beaucoup de gens pour une traversée de nuit. Voilà. On a commencé un peu à travailler justement, à se regrouper entre nous pour en parler. Ça va arriver. Faut trouver des scènes, quoi. On est une ici ce soir, mais il faut trouver des scènes où s'exprimer, puis croiser les regards. Je crois qu'on va conclure parce que voilà, on a beaucoup débordé. Je suis désolé, mais il y a un petit duo électro qui est Cargo en fait, qui doit être dans les starting blocks. Mais c'était très intéressant et voilà, au milieu de la nuit in situ, hein, dirait Daniel Buren. Voilà, très intéressant discussion entre vous deux sur les risques de la nuit et l'appréhension genrée de l'espace public bordelais. Marie-Christine Bernard-Rome, Luc Wiadzinski, merci monsieur. Voilà. Bon, je suis très content quand des gens comme ça s'investissent dans la chose et voilà, peut-être qu'il en sortira quelque chose et voilà. Merci en tout cas d'avoir pris la parole. À demain matin.